Bonjour à tous, ravi de vous accueillir en ce début d'après-midi. En attendant que les dernières personnes arrivent et s'installent, je vous propose un teaser de My Serious Game pour vous présenter nos différentes réalisations. Waouh! Bon, en tout cas, moi, je trouve ça très beau. Donc, je m'appelle Frédéric Hensman, je suis le fondateur de My Serious Game. My Serious Game, c'est une centaine de personnes aujourd'hui, essentiellement en France, qui travaillent donc sur la technopédagogie et qui accompagnent essentiellement des groupes dans cette transformation, cette digitalisation de la formation, donc par du conseil et par des tas de réalisations, quel que soit le format, BD, 2D, 3D, réalité augmentée, ice tracking, etc. On joue beaucoup, c'est une équipe vraiment de passionnés et j'ai une belle surprise pour vous parce que Cécilia Gabin, qui est à côté de moi, qui est en charge au sein de Bouygues Construction de la digitalisation de la formation au sein de l'université, va pouvoir aussi vous présenter 3 projets très innovants que le groupe a portés et donc ça viendra nourrir de cas très concrets. Je te remercie pour ta présence avec nous. Et donc on va se battre sur le temps de parole. Et donc comme vous le constatez, en fait vraiment My Serious Game, on est vraiment un acteur, on essaie d'être le plus complet. On a vraiment 2 pôles d'innovation, un qui est vraiment technologique et un qui est vraiment pédagogique. Pour commencer, l'idée c'est qu'on travaille un peu tous ensemble. J'ai une question à vous poser, question assez intime, hein, attention. Rappelez-vous quand vous étiez par exemple au collège, je voudrais que vous osiez et que tous ceux qui étaient assis au premier rang lèvent la main. 2. Merci pour ces 2 courageuses personnes qui ont levé la main. Je ne sais pas ce que sont devenus les autres. Je vais reposer la question maintenant pour ceux qui étaient assis plutôt au fond, à côté du radiateur, qui étaient assis au fond en général au collège. Ah, il y a un peu plus de monde. Ceux qui réussissent, peut-être. Très bien. Un peu plus de monde. Je vous pose cette question parce que, tout comme en formation aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez cette répartition des places dans la formation, on va trouver plus facilement ici les faillots, les timides, les leaders dans les angles, ceux qui sont dans la provocation en face, qui n'ont pas peur de dire les choses, d'exprimer leur avis, etc. Nous allons avoir un peu la même chose à l'école, c'est-à-dire que vous avez au premier rang des gens qui, dans leur façon d'apprendre, vont très souvent devoir apprendre par cœur, ont besoin en savoir plus, ont besoin de participer, ont besoin d'avoir un apprentissage très structuré, je souligne en rouge, petit 1, petit 2, etc. Alors qu'à contrario, ceux qui arrivent en retard ou qui s'assoient au fond de la classe vont avoir un autre besoin d'apprendre par un autre format qui va être beaucoup plus libre, beaucoup plus créatif. C'est-à-dire qu'au lieu de s'ennuyer en histoire géo, ça vous fait sourire, mais parfois, c'est « tiens, voilà la matière et débrouille-toi avec ». Ça aurait été peut-être vachement plus utile pour ceux qui sont inscrits, qui sont au fond de la classe, de jouer, d'apprendre autrement. Et l'enjeu du professeur, de l'enseignant ou du formateur en formation, c'est de réussir à essayer de trouver un consensus sur le format et pour pouvoir finalement s'occuper de la moyenne, mais pas forcément de ces gens qui ont besoin d'en savoir plus, qui ont besoin d'un petit 1, petit 2, d'apprendre par cœur, alors que ceux qui sont au fond de la classe ont besoin de comprendre avant d'apprendre. Et en un fonctionnement, voilà, on va faire une moyenne et on va exclure un petit peu ces extrêmes. Aujourd'hui,
l'enjeu, parce qu'un formateur s'adapte, un professeur s'adapte, etc., il faut absolument que les contenus qui sont réalisés par le digital, et les technos le permettent, mais sans aucune difficulté aujourd'hui, puissent vraiment s'adapter à ma façon d'apprendre à moi. C'est ce qu'on va appeler l'adaptive learning. Et là, on va traiter à la fois le fond et on va traiter aussi la forme. Sur le fond, c'est les niveaux. C'est globalement, si j'ai bien, je maîtrise ceci, je maîtrise cela, il faut surtout pas, si par exemple l'adaptive learning n'a pas de secret pour vous, là, sur les 3 minutes que je vais passer sur ce sujet, il y en a 3 qui vont s'endormir, il y en a 2 qui vont commencer à regarder les mails, il y en a 3 qui vont discuter entre eux, vous allez penser à la conférence d'après, etc. Donc je vais vous lâcher. C'est exactement pareil dans l'apprentissage en ligne. Sur le fond, il faut absolument que le fond puisse s'adapter à mon niveau et que ça puisse me donner ce dont j'ai besoin. Il faut que je me sente progresser, il faut me donner toujours un petit peu plus, mais il ne faut pas que la marche soit trop haute. Il ne faut pas que la marche soit à la même hauteur, parce que sinon j'apprends rien et je déconnecte. Et sur la forme, eh bien, on voit qu'on a, tous des différences dans notre capacité d'apprentissage et on a besoin d'une forme qui s'adapte à moi. Sur un rythme, sur quelque chose de très visuel, très interactif. Au contraire, j'apprends par cœur et c'est très structuré comme information, c'est très descendant. Voilà, il faut absolument que la forme s'adapte à l'apprenant. Et aujourd'hui, on a quand même des choses qui sont exceptionnelles comme l'intelligence artificielle et la data. Donc c'est vraiment deux éléments qui sont maintenant à un bon niveau de maturité et qui nous permettent de traiter au sein de My Serious Game sur 1 million d'apprenants à peu près le comportement et ce qui nous permet de faire évoluer nos modèles pédagogiques et d'avoir un contenu qui va vraiment s'adapter. Et ça pour nous c'est vraiment ce qui va se développer dans les années qui viennent, cette personnalisation de la formation comme un coaching. La techno est là, et il faut absolument penser, il y a des organismes de formation, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, des organismes de formation. Très bien. Très souvent, les formations, ce qu'on constate, on a des marques qui sont dédiées aux organismes de formation comme My Learning, où on a un prestataire technique pour ceux qui ont ce savoir, pédagogique, sur le fond, etc. L'idée, c'est que très souvent, il y a des échecs de ces organismes de formation qui vont sur le digital, parce qu'ils sont capables de faire des formations présentielles sur mesure, les vendre à un client, avec un formateur qui va s'adapter à un niveau d'un groupe, mais dès qu'ils se mettent dans le digital, ils font quelque chose de standard, et ça ne marche plus. Il n'y a plus la valeur ajoutée qu'ils étaient capables de mettre en présentiel. Et donc, il faut vraiment penser personnalisation. Et certains d'entre vous ont Candy Crush, d'autres vont avoir Le Monde ou je ne sais pas quoi, mais plutôt des actualités, des informations. Vous avez peut-être les deux, etc. Il faut vraiment s'adapter à cet apprenant. Et aujourd'hui, c'est vraiment facile, même avec des algorithmes et des outils auteurs. Donc, il faut vraiment penser personnalisation et c'est vraiment ce qui arrive très en force cette année. On est confronté à quelque chose aussi qui est assez fort, c'est cette courbe d'IBM, je ne sais pas si vous la connaissez. On double les connaissances. Avant, c'était très très long. Imaginez un cordonnier il y a 200 ans, un savoir-faire construit de père en fils. Notamment, le fils va un petit peu plus loin, négocie un peu mieux le cuir, va trouver de meilleurs clous, va améliorer des techniques, va gagner un peu de temps. Mais le savoir, il ne doublait pas d'une génération à une autre. Et aujourd'hui, le savoir, il va doubler. C'était prédictif, même cette courbe est assez ancienne, mais les connaissances et les informations dans le monde vont doubler toutes les 12 heures. C'est absolument terrible parce que l'humain, lui, il n'est pas capable de suivre et de s'adapter à cette information. Mais ça, je pense qu'on le vit tous, de toute façon, même dans son job aujourd'hui, que ce soit avec les nouveaux outils qui arrivent, les nouveaux process, la productivité qui doit augmenter, les Twitter, pour ceux qui sont d'une ancienne génération, qui découvrent finalement des tas de nouvelles façons de communiquer. Et puis, une petite anecdote où on a un pôle innovation technologique et j'ai une ingénieure brillante chez nous qui est venue avec une super idée. C'est-à-dire que chaque collaborateur allait rentrer un petit peu ses passions, ce qu'il est capable de faire. Donc par exemple, il est bon en cuisine, etc. Ce qui fait qu'un autre collaborateur dans le cabinet qui a un besoin à un moment de recette, il va taper le mot-clé recette et avec l'IA, c'est capable d'associer ça à cuisine. Et donc du coup, ça va me mettre en relation avec mon collaborateur qui est juste à côté. Donc, ce qui est génial, c'est que cet ingénieur vraiment enthousiaste et convaincu de porter une excellente idée de développement pour le cabinet, elle est en train de supprimer l'échange. Il n'y a plus de relationnel, etc. C'est-à-dire que je vais juste savoir qu'il est passionné par la cuisine uniquement grâce à l'interface digitale qu'il y aura entre nous, mais pas du tout parce qu'on en a discuté pendant une pause ou à midi, etc. On replace vraiment les choses. Ça va extrêmement vite et effectivement, l'humain, il n'a pas forcément cette capacité-là. Donc il y a des petits bugs, il y a des choses à corriger. L'idée, c'est de travailler avec ces outils digitaux pour qu'ils puissent nous aider à
assurer cette transition. Je ne sais pas si certains avaient lu Stoffler, oui, dans les années 70, qui avait écrit Le choc du futur, qui déjà avait prédit que voilà, au XXIe siècle, on aurait vraiment ce conflit et l'humain n'était plus capable de suivre les évolutions et l'information et la communication, enfin la connaissance, qui allait doubler à un rythme effréné. On a la chance de participer à des salons comme le Web Summit à Lisbonne, qui a vraiment mis en avant cette année l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment ce qui va vraiment nous nourrir, c'est tous les appareils Google, c'est Siri, c'est les chatbots, c'est la possibilité d'aller beaucoup plus loin que des algorithmes. Donc et puis c'est quelque chose qui apprend. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on utilise de plus en plus, nous, dans les contenus pédagogiques d'information, mélangé avec cette masse de données, où on voit comment vous apprenez. On va mesurer, on va ouvrir votre webcam, on va regarder si vous êtes en train de vous endormir dans votre contenu de formation, comme un formateur. C'est-à-dire que là, à la limite, comme moi maintenant, où je me dis, tiens, je vais parler un peu plus vite parce qu'ils s'endorment, ou etc., je vais m'adapter. On va allumer la webcam, on va mesurer sans difficulté, on va traduire vos émotions et pouvoir accélérer les choses, vous mettre un indice parce que vous semblez paniqué ou stressé. Et voilà, la machine va vraiment réfléchir et s'adapter à vous. Et puis au CES, bonjour, l'entrée discrète et ratée. Au CES, c'est vraiment le monde des objets connectés. Là, ce qui est absolument génial, c'est que c'est très facile d'interfacer votre module de e-learning, votre apprentissage en ligne, digital learning, pardon. On dit plus e-learning, c'est digital learning. Ça aussi, ça va très vite. L'Internet des objets. Donc, imaginez que votre montre mesure votre stress, votre rythme cardiaque, votre respiration ou votre transpiration, donc associé à l'émotion que vous ressentez. Et le module va s'ajuster en fonction de vos émotions. À titre d'exemple. Ou des bras avec des petits capteurs très simples, etc. L'Internet des objets, il va venir de plus en plus, de toute façon, aussi dans la formation, que ce soit dans la chirurgie, pour des gestes, pour des simulateurs, que ce soit avec capteurs, avec des objets connectés, avec des scanners de main, comme le Leap Motion. Et donc, l'intelligence artificielle et les objets connectés vont vraiment apporter et nous permettre d'aller encore plus loin dans la formation digitale. La formation par le digital. Il y a autre chose qui arrive et qui est maintenant à maturité, en tout cas nous ça fait 2 ans et demi que nous commercialisons des offres qui sont basées sur du XAPI. Est-ce que vous connaissez vous connaissez tous le SCORM? Le XAPI permet d'aller beaucoup plus loin et va recueillir beaucoup plus de données. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, sur votre plateforme LMS, Michel se connecte, il suit son contenu, il a 17 parcours, il suit quand il a débloqué, enfin il débloque des parcours au fur et à mesure de sa progression, on a un score, on a un temps passé. Là aujourd'hui, le XAPI, on explose tout ça, et puisque vous avez réalisé une action, pris une décision, votre partie, elle sera différente. Exactement comme quand on joue en réseau, il faut tuer tous les méchants, moi j'en ai tué 2, il vous en reste 3 à tuer, etc. On a un aspect collaboratif. Le manager peut rentrer dans la partie, il doit prendre des décisions, il doit compléter, il doit mettre des indices ou des pièges pour aider ses collaborateurs, et donc la partie du collaborateur, elle change. Tout est complètement ouvert. Et donc là, on va beaucoup plus loin. On va vraiment utiliser tous les moteurs de jeu, ce qu'on appelle la gamification. La gamification, au-delà de l'attractivité, ça va être aussi le sentiment d'utilité. Et imaginez que sur votre partie, vous pouvez collaborer et aider des collègues. Je prends l'exemple dans la grande distribution ou dans la gestion d'hypermarchés. Aujourd'hui, ces directeurs d'hypermarchés ont des magasins virtuels, ils s'entraînent, ils testent des choses, ils expérimentent des choses et ils partagent. Ils s'appellent Betty Book par exemple, ils ont des noms de code, etc. Et ils vont pouvoir interagir sur le magasin, proposer des choses et c'est plus facile toujours d'apprendre en essayant d'aider quelqu'un d'autre parce qu'on a le recul. Et donc on va lui apporter, je vais me sentir utile, je vais être récompensé, je vais changer de statut, j'aurai droit à des épreuves complémentaires, etc. Mais tout est collaboratif, mélangé. Et on a beaucoup à apprendre par l'observation des autres, en aidant les autres, ou à se faire aider par ses collègues, ses pairs, tutorat, etc. Et donc là aujourd'hui c'est extrêmement facile. Donc c'est le XAPI qui le permet. Il y a de plus en plus d'outils qui proposent cette fonctionnalité, qui commence à être compatible avec ce standard, ce nouveau standard. Et on va de plus en plus, du coup, vers le collaboratif. Vous imaginez un petit peu cette puissance de pouvoir aider un collègue
et donc se sentir utile par exemple, ou être dans la compétition. C'est pas forcément que de la collaboration, ça peut être de la compétition. Dans les forces de vente, ça cartonne parce qu'aujourd'hui, au sein d'un magasin, on va mettre les magasins les uns contre les autres. Je prends le cas d'une marque de luxe qui est dans les, vous savez, dans les corners, dans des grandes enseignes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Boulevard Haussmann, ils ont un stand, etc. Et donc il y a un iPad qui est déposé pendant un mois. Et ils ont 150 mini-sketchs de vente. Donc c'est 3 dessins, c'est 20 secondes, etc. Ils peuvent en faire que 5 à la suite. Parce que le but, c'est pas qu'une conseillère de vente ou un conseiller de vente se retrouve pendant une demi-heure en réserve derrière un ordinateur. Il faut être disponible. Mais il n'y a personne. Tiens, je fais un petit sketch. Enfin, une petite tentative. Imaginons une glace qui tombe, le téléphone qui sonne et 3 clientes en caisse. C'est quoi ma priorité? Ah, je clique sur la glace. Ah, perdu. Tu viens de faire perdre 1 point à ta boutique. Ah, mince, etc. Ce qui est génial, c'est que elles ont un mois pour gagner un maximum de points. Donc, elles vont tricher, c'est-à-dire que sur la priorité, en fait, la priorité c'est ça, et elles vont se partager les bonnes pratiques. Donc c'est génial, parce que le but c'est de faire gagner un maximum de points. Et elles sont en compétition avec Boulevard Haussmann, Opéra, etc. Elles sont toutes en compétition, donc on a le suivi des magasins qui a le plus de points, 117 points pour Haussmann, super. Donc il faut qu'elles y aillent un maximum de fois. Elles vont repasser plusieurs fois sur les mêmes sketchs, mais tant mieux, au moins ça va bien renforcer. Et elles peuvent créer de nouveaux scénarios. Elles ont des textes d'images, de textes, etc. Et elles créent de nouvelles situations pour piéger les magasins d'à côté. Donc il y a une collaboration et une collaboration interne et une compétition avec les autres magasins. Et les forces commerciales sont très friandes de ce type de défi. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas plus cher. À titre d'exemple, mais ça on vous fera des démonstrations plutôt sur notre stand, on a un produit qui va vous permettre de créer effectivement un serious game et qui va répondre à tout cela et qui est une base en fait d'intelligence artificielle qui va vous aider et qui, par rapport à votre besoin, une formation réglementaire auprès de tel public, va construire l'ensemble pour vous. Donc on est très fiers de ce petit boîtier qu'on a présenté au CES et qui a très bien marché, qui sera commercialisé en France à partir de septembre. Voilà, ça interconnecte beaucoup de choses. Donc, à ce stade-là, je vous propose de rentrer dans le concret et de voir plusieurs réalisations avec des démonstrations. Vous êtes d'accord? Donc là, je vais passer le micro à Cécilia. Je te laisse te présenter. Et puis... Je te remercie, Frédéric. Bonjour à tous. Donc, comme Frédéric l'a dit, donc moi je travaille chez Bouygues Construction. Je suis en charge du digital learning depuis début 2015. Début 2015, c'est vraiment la prise de conscience au sein de ce groupe de construction de BTP qui est assez ancien dans son activité et qui n'est pas forcément très digital dans son activité elle-même. Hein. On construit des bâtiments, même si ça va bien plus loin de ça, mais toi c'est quand même notre cœur de métier. Il y a une vraie prise de conscience que le digital, c'était pas seulement ce qu'on en faisait à ce moment-là, c'est-à-dire faciliter la formation de collaborateurs qui se trouvent à l'autre bout du monde sur quelque chose d'extrêmement technique en leur poussant une capsule d'e-learning très technique. On se limitait vraiment à ça à ce moment-là. Mais ça allait être un super moyen de finalement toucher beaucoup plus de collaborateurs sur des sujets beaucoup plus transverses et de façon beaucoup plus homogène. Je vais parler de B-Tubes. B-Tubes, pour ceux qui aiment bien aller sur la toile, et je pense que c'est à peu près le cas de tout le monde ici, ça va vous rappeler YouTube. En tout cas, si on n'est pas trop mauvais sur le marketing du nom, ça devrait vous le rappeler. Pourquoi? Parce que c'est venu d'un besoin qui a émané du terrain, et une fois n'est pas coutume, c'est pas les ingénieurs pédagogiques dans leur tour là-haut au siège qui ont pensé à un truc qui a marché, c'est à l'inverse, les compagnons qui nous ont dit dis donc, alors pas Cécilia, mais Peter en l'occurrence, un collègue, un collaborateur qui en fait s'occupe de brancher des câbles THT, vous voyez sur les très hauts pylônes là, il va brancher les câbles qui amènent de la haute tension. Vous êtes tout seul quand vous êtes en haut d'un pylône, hein, parce que c'est déjà compliqué de monter tout seul, donc vous ne montez pas à deux, donc vous faites ce que vous avez à faire, puis vous redescendez, et la personne que vous avez à former, le jeune qui arrive, le moins jeune qui change de métier, c'est compliqué de lui montrer concrètement comment on fait. Même si on met un tuto, il y a quand même que le savoir-faire de celui qui fait ses gestes depuis des années, à l'international, par tout temps, sous de la canicule ou de la glace, peu importe, il a un savoir-faire que personne d'autre n'a. Et ben concrètement, cette personne-là, elle a dit, sur mon casque, j'ai fixé une GoPro, j'ai filmé ce que j'avais à faire, et puis derrière, je l'ai montré à tous les jeunes qui arrivaient derrière, ça m'a fait gagner un temps fou. Ils avaient tout de suite plus facilement les mêmes gestes. Tu penses pas qu'on pourrait en faire quelque chose? Et puis
Twitter. Donc mon collègue au niveau formation a dit mais attends, mais c'est génial, et on va créer donc BTubes, qui est entre la chaîne vidéo et la plateforme sur laquelle concrètement aujourd'hui des compagnons, des collaborateurs de terrain, de production, décident grâce à une petite valisette avec l'ensemble du matériel nécessaire, GoPro, petits tutos, etc. pour expliquer un petit peu voilà, comment on scénarise rapidement, comment on prévoit les bonnes pratiques, penser à mettre vos équipements de protection, ou en tout cas à bien les faire, les rendre apparents. Ils filment absolument le geste qu'ils souhaitent, donc on n'a pas du tout de ligne éditoriale, c'est pas nous qui décidons de ce qui peut être ou non pertinent. Et ils envoient ensuite leurs vidéos aux équipes qui vont retravailler derrière avec un peu de montage, mais sur lequel, encore une fois, on n'a pas la main sur le fond. On n'est absolument pas décisionnaire de ce qui se dit. Et ensuite, c'est poussé sur la plateforme. Donc on a quand même 3 à 6 vidéos qui sont réalisées, mises en ligne chaque mois. Très honnêtement, on en a beaucoup plus qui arrivent, et en fait, on se les garde un petit peu sous le coude en se disant, comme ça, on va en diffuser régulièrement. Ça marche hyper bien. C'est sur une plateforme qui est complètement libre. Donc, si vous avez envie, là sur votre téléphone ou plus tard, vous tapez BTubes sur le net et vous pourrez y accéder. On a volontairement ouvert très largement. Et c'est extrêmement bien utilisé par ses compagnons. Donc c'est fait par eux, pour eux, et finalement on a juste facilité l'exercice. Et c'est en ça que finalement c'est un bel exemple de replacer le besoin et l'homme au cœur de ce qui peut être digitalisé. Quoi de mieux qu'en répondant finalement à leurs besoins. Après il y a eu de la com autour de tout ça, et c'est notamment le cas des BTubes Awards, parce on est resté sur cette idée de film, et on est venu à travers une belle cérémonie qui a été faite dans un cinéma, fêter ces awards et donc donner des récompenses. C'était en live sur YouTube. Quelques spécificités techniques pour ceux que ça intéresse. Donc c'est du full dev évidemment, c'est comme un site web. On utilise vraiment les stratégies de YouTube. Vous avez vu telle vidéo, donc ça veut dire qu'il faut vous pusher celle-là. On a des stratégies et des moteurs vidéo qui nous permettent de passer en 4G, en 3G, en Edge. Voilà, donc un flux vidéo qui va vraiment s'adapter à la bande passante de manière à ce qu'il y ait une vraie fluidité dans la lecture. Il y a de l'interactivité à l'intérieur, des questions, et c'est des formats extrêmement courts, très punchy. Et donc, les vidéos, elles sont pas du tout, je sais pas si là ça vous donne une idée, c'est vraiment eux qui se filment sur leur terrain, c'est nos vrais collaborateurs, c'est leurs conditions de travail. Et c'est ça qui marche extrêmement bien. C'est-à-dire qu'il y aurait des acteurs, ce serait un peu plus casté, les vidéos seraient différentes, ça marcherait moins bien, par définition. Donc on a un bel exemple de collaboratif. Tout est industrialisé, parce que comme il y a beaucoup de vidéos, donc il y a des tutos pour apprendre à se servir du matériel, apprendre à se filmer, etc. Donc il y a eu ces récompenses, qui a eu un grand moment de forte émotion pour ces compagnons qui sont récompensés pour leur investissement. Tu es d'accord pour nous parler d'un autre projet ? D'accord pour vous parler d'un autre projet. Le deuxième projet que je voulais partager avec vous s'appelle Impulse. C'est le petit dernier, ou en tout cas maintenant il est presque vieux parce qu'il est sorti en septembre dernier. Ça a été un projet sur lequel j'ai mis énormément de cœur, parce que j'étais convaincue, à titre personnel et à titre du poste que j'occupe, de l'importance que pouvaient avoir les premiers mois où vous arrivez dans une entreprise. Donc le sujet il était comment aujourd'hui je travaille sur l'intégration de mes collaborateurs pour qu'elle soit plus homogène, et s'assurer que vous rentriez à Dubaï, à Miami, à Paris ou dans la Creuse, vous ayez les mêmes informations, ou en tout cas la même qualité d'information. Comment s'assurer qu'évidemment dans votre langue, enfin tout ça, avec les problématiques internationales qui sont liées, et comment s'assurer que très vite on vous donne les clés juste pour savoir si ça va coller ou ça va pas coller. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, le coup de cœur il se fait quand vous commencez un petit peu à le connaître. Si tout de suite il vous ment, vous allez avoir du mal à savoir si vous allez avoir des atomes crochus avec. L'entreprise c'est pareil. Si elle n'est pas très claire sur ses valeurs, sur ce qu'elle attend de vous, sur comment vous allez être évalué, sur la façon dont elle est processée, etc., vous allez mettre plus de temps à vous rendre compte si vous êtes en adéquation avec ça ou pas. Et donc l'idée ça a été de se dire, on avait déjà des produits qui existaient, d'autres qu'on a complètement créés, notamment avec l'aide de My Serious Game. On s'est dit voilà, on va mettre un certain nombre de contenus qui vont porter sur ça, 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 donc, ce qui devait forcément faire partie de l'intégration, et on s'est dit on va créer quelque chose pour encapsuler tout ça. Donc au début c'était très flou, et ça a fini par être Impulse. Impulse c'est une interface qui est complètement gamifiée, ouverte à tous les nouveaux collaborateurs, donc tous les nouveaux entrants dans le groupe, où qu'ils arrivent, quelle que soit leur langue de travail, et ils ont 3 mois, à partir du moment où ils rentrent dans la boîte, pour faire
cette aventure. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une aventure? Parce qu'elle est pleine de contenus obligatoires, qui sont ces fameux modules de formation. Aujourd'hui, il y en a 6, et vous allez les voir dans le teaser. Et il y a en plus des modules qu'on appelle, enfin en tout cas des contenus qui sont complémentaires, et c'est là-dessus que je vais vous dire 2-3 mots derrière. Je commente parce que de toute façon il n'y a pas énormément de musique. Les premiers visuels que vous avez vus sont les pays sur lesquels les zones du monde dans lesquelles on est implémenté. Donc on est venu aussi retracer un voyage pour permettre à quelqu'un de découvrir un peu le groupe. Là c'est un film qui a été tourné lors de l'événement de lancement qu'on a fait à notre siège social et ensuite qu'on a été faire dans l'ensemble des training centers, donc en Asie, au Royaume-Uni, en Suisse, en Afrique et sur la zone Amérique. On est parti réellement faire cet événement de lancement pour embarquer l'ensemble des nouveaux apprenants et accessoirement quelques anciens aussi, notamment les managers. Et donc sur tous ces contenus dits complémentaires, on est venu créer des mini-jeux avec les équipes de My Serious Game pour venir ponctuer ce parcours très sérieux avec des modules réellement, avec bien sûr une réflexion pédagogique, plein de petits jeux très très courts, un jeu de grattage, un jeu des 7 différences, etc. Et qui derrière vous permettent de comprendre ou qu'on vous révèle une anecdote du groupe. Pourquoi notre site s'appelle comme ça, pourquoi notre logo a cette forme, pourquoi il y a du orange partout quand vous êtes chez Bouygues, et voilà. Toutes ces petites choses qui font que vous connaissez mieux l'entreprise à la fin. Ça, plus l'allégorie du voyage, plus le petit avion que je crois on voit pas dans l'image, mais qui vous suit tout au long et sur lequel vous cliquez, vous pouvez vous balader sur la map monde et savoir à quel endroit on est, qu'est-ce qu'on a construit sur différentes zones du monde, etc., etc. Donc là encore, on est venu sur de quoi le collaborateur a besoin, pas parce qu'il est collaborateur, juste parce que on aimerait qu'il nous connaisse mieux et que du coup il fasse entre guillemets son choix de rester ou non, puisque c'est souvent ça. Hein, les 3 premiers mois, on est quand même basé sur cette période dite en tout cas période d'essai à la française, qui est souvent l'adéquation. Voilà pour Impulse. Ouais, un petit complément technique pour ceux que ça intéresse. Les difficultés, c'était donc il y avait plein de contenus déjà existants, différents, faits avec des outils différents ou des éditeurs différents, des contenus SCORM. Et il a fallu encapsuler tout ça dans un gros SCORM qui contient plein de SCORM, tout ça voilà, connecté avec la plateforme. Donc un joli défi technique, assez rigolo, pour mettre à jour tous les parcours comme ça interconnectés. Et c'est un vrai parcours effectivement qui donne du sens et qui est une vraie réussite parce qu'il y a de l'anecdote, j'apprends des choses, j'apporte. Et tout transpire les valeurs, ce qui est attendu. Donc c'est un vrai accélérateur d'intégration parce que très vite on comprend ce qu'on attend de moi, l'exigence du groupe et la fierté d'appartenir à ce groupe comme tu le disais. Et le dernier programme? Vous allez regarder un petit film d'1 minute. Security on site depends on all of us. What, you want to leave? Therefore, what I propose today is not an objective. You're right. We're competitors now, right? We cannot allow ourselves to improvise. And I'm sure each one of us has a role to play. But I wouldn't have done it without you. But in the end, who does it depend on? Ah. Donc, comme dans tous les groupes, il y a des valeurs très fortes, encore plus fortes chez Bouygues Construction. Il fallait les mettre à jour et très vite qu'un nouveau collaborateur puisse les intégrer. C'est extrêmement fort. La transparence, par exemple, l'éthique des affaires, c'est très très fort. Il faut bien comprendre les enjeux et vite s'approprier cela. Donc la question qu'on nous demande, c'est, voilà, on veut très vite qu'ils s'approprient ces valeurs. Donc on est vraiment dans les soft skills, du savoir-être. On n'est pas sur une connaissance métier-produit. Comment est-ce que très vite on peut monter un collaborateur en compétence là-dessus, lui faire prendre conscience et que ça soit pas, suffit pas d'expliquer ce qu'est la transparence. À la limite, voilà, transparence qui est attendue sur ton poste, très bien, j'ai compris. Et moi demain, je retourne sur mon poste de travail, j'ai rien changé. Donc comment est-ce qu'on peut aller plus loin?
Donc c'était le défi qu'on nous a soulevé. Et puis sur le projet. Et donc ça a donné Fair Play. La transition en fait, ça vous permet de comprendre quels sont le type de produits que vous pouvez trouver dans Impulse dont je parlais tout à l'heure, d'accord. Donc ça c'est typiquement la façon dont on a traité le sujet des valeurs. On s'est dit ok, on entend tous à peu près ce que c'est que la transparence par exemple quand on dit ça, sauf que concrètement, qu'est-ce qu'on attend de moi en termes de comportement ? Demain, quand je veux appliquer dans mon quotidien le respect de la transparence vis-à-vis de mes clients internes, mes clients externes, etc., on avait besoin d'illustrer ça de façon très concrète pour que les gens s'approprient et comprennent réellement ce qu'on attend d'eux et comprennent aussi accessoirement, ça c'est mon côté plus formation RH, comprennent sur quoi ils allaient être évalués. C'est-à-dire que combien de fois vous vous retrouvez face à un collaborateur en entretien annuel d'évaluation, vous dites là sur la transparence, c'est hyper subjectif. Si on ne sait pas exactement, objectivement, comment tu es évalué, qu'est-ce qu'on attend de toi, encore une fois, on ne donne pas les règles du jeu, donc on ne joue pas de façon très fair play, passez-moi le jeu. Et donc ça a donné 6 épisodes de cette web-série, chacun des épisodes portant sur l'une des valeurs du groupe. C'est un groupe donc ce sont des acteurs qui jouent des collaborateurs. Chaque épisode reprend un format de série assez facile à identifier, d'accord. On reconnaît assez vite si on est plutôt sur les experts, si on est plutôt voilà. Donc il y a un côté très sympathique à regarder. C'est relativement court, hein, c'est des tout petits formats de 10 minutes. Et puis derrière, surtout, parce qu'on n'est pas juste là pour regarder et donc pas être acteur, hein, on revient sur l'idée que plus on s'approprie, c'est en se transposant, et ben il y a une partie d'interactivité où on s'assure, nous aussi, sur de la récupération de data, qu'il a compris ce qu'on voulait lui faire passer comme message. Et je dirais presque que la partie la plus intéressante pédagogiquement parlant, c'est la 3e. C'est le plan d'action, où là, on vient demander à chaque collaborateur, ok, et concrètement maintenant. C'est-à-dire que tu as regardé, on t'a donné un exemple, tu as répondu à la partie interactive, donc en principe, tu as validé, c'est-à-dire que tu as compris le message qu'on voulait te faire passer. Mais toi, concrètement, dans ton quotidien, comment est-ce que tu pourrais t'améliorer sur telle valeur ? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, etc. Il a son plan d'action, il le prend pour lui, il revient, il se re-challenge dessus, etc. Et ça, au-delà du format, au-delà de tout ce qui a été fait en termes de mise en place, du lancement, du mailing, etc., sur lesquels les équipes aussi nous ont accompagnés, je crois que ça a été l'effet de surprise et l'effet de, en fait, c'est sérieux et on apprend des... Enfin, voilà, c'est pas juste une série, c'est pas juste une web-série. Il y a tout ça, c'est sympa à voir, mais surtout derrière, on apprend des trucs et on comprend et il y a de l'applicatif. Voilà. Donc ça, c'était aussi une des très belles réalisations qu'on a fait avec l'équipe de Frédéric. Et comme le format est très attractif, le déploiement et la complétude a été croissante dans la phase de déploiement, parce que ça a fait le buzz à la cantine, etc. C'était rigolo et l'épisode 2 était très attendu. Merci beaucoup Cécilia. Merci, et si vous avez des questions, peut-être pas maintenant, mais je serai un petit peu sur le stand avec l'équipe derrière pour y répondre. Il nous reste qu'1h30 pour terminer, donc on va... ce qui est génial avec la gamification, la collaboration, la personnalisation, qu'on a vu, l'adaptive learning, etc., c'est qu'on peut vraiment travailler sur le savoir-être, les soft skills, que ce soit pour les évaluer dans les process de recrutement, etc., les former, les développer. C'était pas mon discours il y a encore quelques années, mais aujourd'hui, même le traitement de la dépression chez l'adolescent, même des choses aussi complexes que cela, on est capable d'avoir au moins d'aussi bons résultats que des thérapies classiques. Par exemple, aujourd'hui, dans la gestion de crise, imaginez une centrale nucléaire avec une alerte, etc. Chaque minute, chaque seconde est extrêmement importante. Aujourd'hui, sur des sites industriels, vous avez souvent, j'en prends un exemple, vous avez 17 classeurs de process, donc suivant le type de fuite, c'est un gaz toxique ou pas, les plans d'évacuation, etc. 17 classeurs de procédures. Vous avez une salle en général dédiée à la gestion de crise, et les gens ont appris par cœur normalement tout cela. Mais il y a un facteur qui fait que chaque simulation en temps réel ne se passe pas en 15 minutes, mais en 1h30, c'est qu'il y a la gestion aussi du stress et des émotions. Dans la réalité, c'est terrible. Imaginez que vous êtes directeur vous êtes préfet, ou directeur du cabinet du préfet, le commissaire de police n'est pas joignable, vous avez votre femme qui vous appelle parce que là où il y a l'alerte à la bombe, c'est juste à côté de l'école de notre petit garçon, il y a les médias qui vous appellent, il faut gérer tout ça. Et là, dans cette confusion et avec ces émotions extrêmes, où il peut y avoir des vies qui sont en jeu, chaque seconde est vraiment ultra importante de décision. On envoie une équipe, on évacue, on contient, peut-être qu'il peut y en avoir d'autres ailleurs, etc. Donc il faut absolument qu'ils s'entraînent. Donc le ministère de l'Intérieur nous a confié une mission dont vous allez voir un prototype. Le jeu s'appelle Sous tension. Grosso modo, on va rebalayer, quel que soit son niveau, directeur
cabinet ou etc. On va rentrer par rapport à son métier à soi et on va devoir suivre une simulation globalement où tout va bien se passer et on va bien vérifier le bon apprentissage par cœur des process. Vous ne voyez que des captures d'écran. On ne peut pas dévoiler plus. Donc ça va être un jeu assez réaliste qui va mixer du virtuel et du réel. Mais au fur et à mesure, les choses vont se complexifier. Et le jeu va devenir extrêmement angoissant. Et on va vraiment le mettre dans une émotion, même son écran va se brouiller, on va vraiment faire en sorte que tout soit extrêmement tendu. Ça vous donne envie d'y jouer ou pas? Ouais. On peut vraiment jouer sur les émotions. Alors déjà, c'est un super... l'émotion vraiment renforce la mémorisation. On se rappelle beaucoup plus facilement de la musique qui passait lors du premier bisou, etc. Donc, dès qu'il y a une émotion forte, quelle qu'elle soit, même si c'est une émotion stressante, on se rappelle de beaucoup plus de détails. Donc on sait que ça renforce la mémorisation, donc on va jouer dessus. Et on va petit à petit, ils vont monter comme ça en pression. On va jouer sur beaucoup de mécanismes pour mettre cette pression et les stresser, de manière à ce que les réflexes soient là. Et évidemment, rien ne se passe comme prévu. Il y a une base de données qui est partagée avec un intranet. Je n'arrive pas à me connecter à Internet ou j'ai oublié mon mot de passe. Et il faut absolument que tout de suite, c'est quoi ma stratégie plan B? Et je ne dois pas appeler quelqu'un qui me donne son mot de passe, etc. Non, il faut décider tout de suite et il faut que ce soit des automatismes. Donc, ils vont sortir du jeu quand il y aura ces bons mécanismes sous pression. Et bonne réalisation de tout ça. Alors, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait vous montrer avec grand plaisir. Donc, ce que je vous propose, parce que je pense qu'on va nous mettre dehors au bout d'un moment, c'est ça? C'est on va avoir une offre spéciale pour le salon parce que ça sort le 2 avril, ça s'appelle My Safety Game, parce qu'on est un ensemble, enfin on a plusieurs marques, et c'est un programme extrêmement ludique qu'on pourrait peut-être vous offrir donc le 2 avril, dans 10 jours, sur la sécurité. Donc vous êtes formé dans un format très ludique et très interactif, aux 17 risques, donc pour vos collaborateurs. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand, on vous en dira plus sur ce programme, dont vous découvrirez quelques images. C'est un peu comme le Festival de Cannes. Donc c'est une grande aventure. Il y a plein de courts-métrages qui sont des formations bibliques, le code pour le risque routier, etc. Et l'aventure à la fin de cette formation se termine sur mon téléphone avec une application qui va me coucher tous les jours. C'est ce que nous allons voir, je vous lance un défi. Merci James. Tous les jours qui va vous pousser des notifications, des exercices en fonction de vos résultats. Des conseils, un plan d'action, un témoignage, voilà, histoire de faire perdurer un petit peu la formation et d'être sûr d'avoir un vrai changement comportemental derrière. L'idée n'est pas tant d'expliquer ce qu'est le risque routier, c'est de comprendre les facteurs qui font que la fatigue, le stress, mal dormir, mal manger, etc., qui influencent beaucoup notre conduite, la vigilance, etc., et de pouvoir débloquer ces mécanismes. Merci à vous.